Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de là où vous nous recevez en ce moment. Bienvenue sur ce nouveau podcast. Pour cette occasion, nous recevons pour vous un invité de taille qui va nous entretenir sur le thème l'accès à l'eau potable et l'assainissement de l'urgence au développement en situation de crise. Avant de débuter ce podcast, nous allons laisser notre invité se présenter. Merci, bonjour et j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour cette rencontre d'échange qui, à coup sûr, nous donnera des armes pour rendre justice aux populations victimes du manque de l'eau potable et qui sont à la fois confrontées aux problèmes de l'hygiène et de l'assainissement, surtout en situation de crise dans l'espace d'intervention de RFLD. Je réponds au nom de M. Barthélémy Adandé Otolore, géographe aménagiste, chargé des questions environnementales, consultant en formation chargé des questions d'urbanisation et du développement local. Alors monsieur, que peut-on dire concrètement parlant de l'accès à l'eau potable? Et quel problème y a-t-il par rapport à l'accès à l'eau potable? Merci, cher interlocuteur. Entrée en jeu, j'essaierai d'abord de vous définir ce que c'est que cette ressource-là. L'eau est d'abord une source de vie. Et par ricochet, l'eau potable est une eau consommable sans risque pour la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'eau potable est une eau dotée de caractéristiques microbiennes, chimiques et physiques répondant à des directives et des normes relatives à la qualité de l'eau de boisson. Alors, l'accès à ce liquide précieux dit potable, en termes clairs et simples, est un dispositif de facilité mis à la disposition des populations pour son approvisionnement, et ceci par l'État ou par les structures non étatiques comme les ONG ou les donateurs privés pour soulager les peines de cette couche sociale des zones rurales, lacustres ou périurbaines. Parlant de problèmes liés à l'accès à l'eau. S'agissant des problèmes liés à l'accès à l'eau, il faut une politique et une stratégie spécifiques pour faire face à cette problématique, surtout dans ces zones. Au Bénin, par exemple, les communautés qui vivent dans ces zones éprouvent d'énormes difficultés à l'accès à l'eau potable et aux différentes toilettes qui garantissent une hygiène de pointe qui prend en compte le traitement de l'eau disponible et l'évacuation des déchets qui n'est pas assurée dans ces milieux. Compte tenu de la particularité de ces zones, l'État, dans sa stratégie, ne les prenait pas en compte pour autant dans le passé. Ce qui faisait que cette couche de la population vivait dans une précarité en ce qui concerne son approvisionnement avant l'intervention des situations de crise. Que peut-on savoir d'une situation critique? Et pour expliquer un peu ce que c'est qu'une situation de crise, j'ai essayé de clarifier. La situation de crise constitue les moments de conflit entre les populations voisines d'une zone. Nous pouvons encore appeler situation de crise les périodes de l'épidémie qui exposent la population d'une zone au risque des maladies hydriques. Comme situation de crise, nous pouvons aussi parler des guerres déclenchées entre deux pays voisins, par exemple les zones rurales, les catastrophes, entre parenthèses, l'inondation engendrée par les changements climatiques qui portent atteinte à l'accès facile à l'eau potable dans certaines zones. Imaginez-vous que 2,2 milliards de personnes sur la planète n'ont pas accès à l'eau potable à leur domicile. Cet état de choses est parfois dû aux situations de crise dans certaines zones. Alors, monsieur, dites-moi, à quoi fait-on allusion lorsque l'on parle de l'accès à l'eau potable, à l'assainissement de l'urgence, au développement en situation de crise? Merci. Ici, on fait allusion à l'action de garantie. Lorsqu'on parle de l'accès à l'eau potable, à l'assainissement de l'urgence, au développement en situation de crise, on fait allusion à l'action qui garantit d'abord l'eau potable aux populations et comment les sensibiliser sur leur rôle par rapport à l'assainissement qui prévaut lorsqu'elles seront en face d'une situation de crise. Il urge donc que chacun des membres
de part et d'autre, soient invités à s'armer du contenu de cette problématique pour participer activement à l'approche de solutions pouvant soulager la peine que vivent les populations dans ce contexte de conflit ou de catastrophe. Alors, en tant que géographe, quel état de lieu peut-on faire par rapport à la situation de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans nos pays en général et de façon spécifique dans les périodes de crise? Merci. Parlant des états des lieux, nous ne pouvons pas aller dans un grand détail, mais quand même nous allons parler de quelques-uns, si vous comprenez. L'état des lieux de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en période de crise. Il faut constater que depuis plusieurs années, la lutte contre le changement climatique s'organise au niveau des décideurs nationaux et internationaux pour assurer cette ressource précieuse à la portée des populations. Aujourd'hui, 2,2 milliards d'êtres humains n'ont toujours pas un accès domestique sûr à l'eau potable et 4,2 milliards ne disposent pas de services d'assainissement gérés en toute sécurité. 2,6 millions de personnes, principalement les enfants, meurent encore chaque année de maladies liées à l'eau insalubre. La raréfaction de cette ressource aggrave les conflits et amplifie les déplacements de population. Les chiffres montrent qu'il y a eu des progrès, mais ceux-ci sont très insuffisants et des inégalités se creusent. Il faut retenir que la trajectoire actuelle ne permettra pas de réaliser les 17 objectifs du développement durable dans le domaine de l'accès à l'eau potable et particulièrement en Afrique où la population va doubler d'ici 2030. C'est pourquoi le réseau des femmes leaders pour le développement doit mobiliser ses acteurs humanitaires, développeurs et opérateurs publics ou privés pour s'engager dans la réponse à l'urgence de l'eau et de l'assainissement en situation de crise. L'eau ainsi est indispensable pour l'homme en général. Alors, quel rapport existe-t-il entre la justesse des droits des femmes et l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en période de crise? Merci. Pour répondre à votre préoccupation, je commencerai par dire que les femmes en général ont aussi droit à l'eau autant que les hommes. Et en particulier, compte tenu des spécificités de ce besoin vis-à-vis de la femme et de son indisponibilité dans certaines zones, elles sont marginalisées, surtout les femmes africaines. Cet état de choses porte donc atteinte à la justice en eau vis-à-vis d'elles. Donc les femmes, dans ce cas, ne jouissent plus de ce droit fondamental alors que l'équité genre exige que les femmes aient facilement accès à l'eau potable comme tout autre pour leurs besoins, entre parenthèses, activités et autres, et surtout pour leurs soins corporels très délicats. Quels sont les acteurs qui devraient assurer aux populations cet accès à l'eau potable et à l'assainissement? Je réponds à cette préoccupation en vous disant que la fourniture de l'eau potable relève, entre autres, du domaine de l'État, du rôle des élus locaux appuyés par l'État ou sur leurs propres fonds, du rôle des ONG ou des donateurs privés sous forme d'accompagnement à l'État. En situation de crise plus ou moins longue et durable, pourquoi devrait-on lier la réponse humanitaire d'urgence à une réponse plus durable en ce qui concerne l'accès à l'eau potable et à l'hygiène? Merci. Et je commencerai par dire que dans l'optique de préservation de la vie humaine et l'eau étant une source de vie, il devient une obligation pour l'État et pour toutes les structures d'accompagnement de prioriser aux populations l'accès à l'eau potable et sensibiliser les populations sur les comportements à avoir pour une bonne hygiène dans leur cadre de vie immédiat. Lesquelles attitudes en matière d'hygiène consistent à prendre soin des enfants lorsqu'ils voudront aller aux besoins, leur apprendre à laver régulièrement les mains avant de manger et au retour des latrines. Quant à l'État et aux structures accompagnatrices, il faut assurer à la population la construction des latrines
et la mise à disposition des dispositifs de lave-mains. Dans ce contexte, pour ce qui concerne la fourniture d'eau potable, l'État peut procéder au transport de l'eau vers le site ou les villages concernés par la crise. En cette situation de crise, quelle réponse pertinente devrait-on prioriser? En cette situation de crise, nous avons quelques solutions prioritaires mentionnées ici et qui sont bien sûr humanitaires. Donc, dans ce cas, le cas d'épidémie par exemple, parce que nous avons cité plus haut le cas de crise. Et le cas d'épidémie fait partie des situations de crise. Donc nous apaisantons sur le cas d'épidémie pour vous dire ici que la prise en charge médicale s'impose dans le cas de l'épidémie. Et dans le cas de l'épidémie toujours, il faut assurer l'approvisionnement du matériel pour soigner les personnes atteintes de maladies. Et par exemple, nous pouvons citer comme entre les maladies que nous pouvons rallier à l'épidémie, le virus de Covid-19 par exemple. Cependant, en parallèle de cette réponse santé et pour faciliter et optimiser le travail de tous les personnels soignants, d'autres enjeux sont cruciaux comme l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Pour être plus efficace dans la proposition des réponses pertinentes en de pareilles circonstances, il faut hiérarchiser les priorités. D'abord, protéger les équipes médicales en leur assurant de pouvoir se laver les mains et de travailler dans des conditions d'hygiène irréprochables. Ainsi, le personnel d'entretien et d'hygiène est clé pour la prévention et le contrôle des infections. Il faut aussi assurer l'accès à l'eau dans toutes les structures de santé, aussi dans les zones touchées par la crise et comme urgence internationale dans ce cas précis, plus l'environnement est insalubre, plus l'approvisionnement est difficile. Donc, il faut garantir la qualité d'eau aux usagers. Eau de boisson, eau pour la lessive, eau pour le lavage du sol, etc. Appuyer le personnel des centres de santé pour les adapter à la procédure en contexte d'épidémie. Il faut aussi le suivi de la qualité de l'eau et de l'eau qui est clé pour prévenir la propagation de virus qui pouvaient aggraver la situation. Enfin, assurer la gestion des déchets pour empêcher la propagation du virus et réduire le nombre de contaminations. Désinfecter toutes les installations sanitaires avec les précautions supplémentaires. Alors, M. Barthélemy Adandé Otolorin, quel conseil avez-vous à donner pour une bonne gestion à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en situation de crise? Merci. Si l'on combine, pour répondre à votre préoccupation, si l'on combine l'ensemble des paramètres déterminant les conditions d'accès à l'eau potable qui est étroitement lié à l'assainissement et l'hygiène dans une situation de crise humanitaire, vous convenez avec moi que la justice n'est pas pour autant respectée. N'est-ce pas donc la raison pour laquelle cette rencontre d'échange s'avère indispensable? Pour renforcer la capacité du staff du RFLD afin de les doter suffisamment d'informations en termes d'arguments pour tirer la sonnette d'alarme aux autorités à divers niveaux de prise de décision, afin de les amener à voler au secours des populations concernées en général en situation de crise et les femmes en particulier exposées. Pour ce faire, la gestion de cette ressource a une incidence sur la santé, l'égalité des sexes, l'éducation. Et comme l'accès à l'eau potable ne saurait à lui seul améliorer la santé des populations de manière considérable, il doit être accompagné par l'assainissement. Pour cela, RFLD peut entreprendre des initiatives qui lui permettront
de proposer comme des conseils à l'endroit de la population. Proposer un assainissement individuel aux populations concernées, car les microbes pathogènes responsables des maladies diarrhétiques se trouvent en partie dans les fesses humaines, d'où l'importance de l'assainissement. Leur construire des latrines qui conviendraient à la population du fait d'un accès limité à l'eau. La promotion de l'hygiène, en particulier le lavage des mains au savon, est une barrière aux germes pathogènes présents au niveau des mains. Donc l'accompagnement des femmes pour la fabrication des artisanales du savon serait un atout pour réussir cette pratique dans ces zones touchées. Il serait donc souhaitable que la RFLD cible les zones concernées afin d'organiser des campagnes de sensibilisation adaptées et proposer au gouverneur d'insérer certaines rubriques des pratiques dans les programmes d'enseignement au primaire et au secondaire pour aider ces populations-là. Vu le nombre insuffisant des sources d'eau dans certaines localités, nous proposons de faire des puits ou des forages, et particulièrement là où le manque est crucial. Pour les puits déjà existants et les nouveaux, il faudrait les couvrir et faire une margelle en béton pour éviter que l'eau de ruissellement ne pénètre dans l'ouvrage et les protéger aussi contre la matière fécale. Il serait souhaitable qu'on agrandisse le volume des bassins afin de couvrir les besoins domestiques en période hivernale. Nous proposons également la formation des artisans pour la réparation des ouvrages hydrauliques dans la zone de crise aussi serait un atout. De tout ce qui précède, par rapport à la situation de crise à l'accès à l'eau potable, avez-vous un appel à lancer? Oui, des appels à lancer ne manqueront pas. Face à tout ce qui précède, et si je dois lancer un appel dans ce cas, ce serait d'abord à l'endroit de l'État, à travers les différents responsables chargés de l'approvisionnement en eau potable. Ma première doléance va vers eux, ces autorités du plus haut niveau jusqu'aux responsables locaux des collectivités territoriales compétentes en la matière dans ces zones touchées par la crise. Nous leur demandons de prendre des dispositions pour assurer aux populations la disponibilité permanente de l'eau potable et veiller à l'assainissement de leur cadre de vie et surtout à l'hygiène. Toujours à l'endroit de l'État, que ces autorités associent le réseau des femmes leaders pour le développement aux grandes instances de prise de décision, car cette structure joue déjà un rôle très important dans ce domaine. À l'endroit des autorités compétentes, nous leur demandons ici de donner les moyens, si possible, à ces structures, je vais parler des ONG et des donateurs privés, de pouvoir organiser les campagnes de sensibilisation aux côtés des populations. Donc, ne serait-ce que de cette manière que nous pouvons régler en partie cette injustice à laquelle la population en général et les femmes en particulier sont victimes. Maintenant, à l'endroit du réseau des femmes leaders pour le développement et son équipe, nous leur conseillons de continuer dans cette lancée de sensibilisation aux côtés des couches vulnérables et enfin demander aux populations concernées de veiller aux pratiques d'hygiène qui leur seront inculquées pour le bien-être de toutes et de tous. Monsieur Barthélemy Adandé Otolorin, nous sommes au thème de notre podcast. Quel est votre mot de fin? En prélude, je remercie la présidente de la structure RFLD et tout son staff qui ont placé leur confiance en moi en me donnant la chance d'apporter ma modeste contribution aux approches de solutions à ce problème qu'est l'injustice de l'eau vis-à-vis des populations dans des situations de crise. Je remercie également l'équipe qui m'a permis de présenter ma prestation. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs, nous sommes au thème de notre podcast qui nous a entretenu sur le thème l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, de l'urgence au développement en situation de crise. Merci de nous avoir reçus chez vous et à très bientôt.